Et si on s'intéressait une fois encore à la visite de François Hollande au Cameroun, la presse a joué les prolongations cette semaine. Si pour les journaux Le Jour, Mutation et Le Messager, on devrait s'attendre à revoir Paul Biya à la présidentielle 2018, la nouvelle expression intégration et ouest littoral se réjouit de ce que la France reconnaisse les massacres commis pendant la période indépendantiste au Cameroun. La nouvelle expression va plus loin, affirmant que le pays de François Hollande doit faire plus que reconnaître ses crimes. Le journal redoute même aussi la libération de Lydienne Yen après les déclarations de Paul Biya. La presse qui redoute aussi que la commission de délivrance de la carte de presse ne puisse pas avoir le coup des franges pour assainir ce secteur. Au-delà de présenter cette commission, Séverin Tchouke aura plus croit savoir que c'est une patate chaude pour cette équipe. Patate chaude aussi pour les autorités administratives de la ville de Douala qui ont fort à faire avec les habitations construites sur les drains et dans les zones à risque. Après les inondations du 20 et 21 juin dernier, des déguerpissements, au mieux des cas, sont commencés, notamment dans les arrondissements de Douala 5e et Douala 3e, mettant encore au goût du jour la question des habitations dans les zones à risque. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. Droit de réponse, je le rappelle, est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat. Ici, et comme tous les dimanches d'ailleurs, des acteurs de la société civile, des journalistes, des hommes politiques se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire voir ou comprendre ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci donc d'être au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche. Avant de vous présenter nos invités, d'abord, un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces différents sujets d'actualité. Cédric Noufeli, bonjour. Bonjour Sandrine. Merci d'être au rendez-vous de droit de réponse. Ce dimanche, on parlera beaucoup de politique, mais aussi de société. Vous l'avez dit, les déclarations de François Hollande et Paul Biya ont été décryptées dans la presse cette semaine. Tout d'abord, cette reconnaissance de la répression sanglante des nationalistes camerounais n'a pas suscité une grande joie dans les colonnes des journaux. Certes, Ouest Littoral se félicite d'avoir été copié par François Hollande sur l'implication de la France dans les massacres des Bassa et des Bamileke dans les années 50 et 60, mais dans les colonnes du quotidien Le Jour, l'un des auteurs du livre choc sur cet épisode douloureux de l'histoire du Cameroun estime que le président français a refusé d'aller au fond des choses. Thomas Deltombe pense qu'il s'est tout simplement débarrassé d'un sujet gênant au lieu de prendre au sérieux les travaux qui mettent en cause la France dans la guerre qu'elle a menée au Cameroun. La nouvelle expression parle même d'un génocide. Ce journal présente à cette occasion les visages des complices camerounais de ces massacres, en l'occurrence Feu Amadou Ahidjo et le général Pierre Semengue. Cependant, Cameroun Tribune a choisi de rester focalisé sur l'annonce de l'ouverture des archives françaises sur l'histoire du Cameroun. Pour ce journal gouvernemental, c'est une nouvelle ère dans la connaissance des faits ayant marqué les périodes de pré- et post-indépendance de notre pays. Quant à l'éventualité de la libération de l'avocate franco-camerounaise Maître Lydienne Eyoum, évoquée lors de cette visite d'État du président français, cette promesse de Paul Biya a suscité une levée de boucliers dans la presse. Pour la nouvelle expression, le président camerounais donne quelque peu raison à ceux qui sont convaincus qu'il se plie aux injonctions des autorités françaises, ce qui pourrait créer un lourd précédent judiciaire, prévient ce journal. Ouest Littoral accuse Paul Biya d'avoir délivré un permis de vol aux Français travaillant sur le sol camerounais, alors que des voleurs de poules croupissent en prison sans avoir été jugés. Cependant, Repère souligne que le cas Maître Lydienne Eyoum n'est que la face visible des négociations entre François Hollande et Paul Biya. Selon cet hebdomadaire, le président français a tenté d'obtenir la libération de 9 ressortissants français incarcérés à Yaoundé et accusés de prêter leur expertise à la secte Boko Haram dans les zones de combat situées dans le Septentrion. Le dernier point fort de cette visite d'État évoqué dans la presse, c'est le désir ardent de Paul Biya de s'éterniser au pouvoir. Le Jour constate avec ironie que le chef de l'État s'est vanté d'avoir effectué 32 ans à la tête du Cameroun et il n'a pas exclu la possibilité d'être candidat en 2018. Selon l'analyse du Messager, Paul Biya a nargué François Hollande en tournant en dérision la conception occidentale de l'alternance démocratique et la limitation des mandats présidentiels. Le Messager n'a pas manqué de relever à quel point les internautes se sont moqués de Paul Biya après l'usage de cette expression familière
ne due pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Ce journal considère que ces faux pas dans la communication du chef de l'État sont sa marque de fabrique. Cette visite d'État de François Hollande n'a pas occulté le regard des journaux sur la nouvelle commission de délivrance de la carte de presse. La nomination de Séverin Tchonke à la tête de cette structure a fait la une des journaux. La Nouvelle Expression a recensé les réactions des journalistes camerounais et étrangers. Tous saluent l'expérience et la confiance légitime dont jouit Séverin Tchonke dans la corporation. À ce titre, il exhorte à se débarrasser des faux journalistes dans la profession et de crédibiliser la carte de presse. Dans les colonnes des journaux, d'aucuns s'interrogent sur la marge de manœuvre de la commission Tchonke face au gouvernement. Sur cet aspect, Aurore Plus craint que Séverin Tchonke éprouve de sérieuses difficultés dans cette nouvelle mission, car toutes les résolutions prises lors des États généraux de la communication n'ont jamais fait l'objet d'une loi à l'Assemblée nationale. La presse s'est également intéressée au déguerpissement dans le cadre de l'opération de libération des drains lancée par la communauté urbaine de Douala. La Nouvelle Expression indique que plus de 40 maisons ont été cassées à Makep-Misoké, dans le 5e arrondissement de Douala. Ouest Littoral a publié les clichés les plus spectaculaires de cette opération. Dans les colonnes de Cameroun Tribune, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala annonce la poursuite de cette opération dans presque tous les arrondissements de la ville. Le docteur Fritz Ntone annonce la construction de ces drains dans 4 mois. Cependant, la Nouvelle Expression évoque d'autres préoccupations des victimes des casses, notamment le non-respect des espaces à démolir. Merci à vous, Céline. On se retrouve dimanche prochain, c'est bien cela? Toujours avec le même plaisir, Sandrine. Merci, bonne journée à vous et à dimanche prochain. Place maintenant à nos invités. Maître Emmanuel Pensi, bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour aux téléspectateurs de STV. D'Equinox, excusez-moi. Qu'est-ce que vous arrive ce matin? Je suis grippé, c'est pour ça. Très Mais bien. je voudrais dire que c'est vraiment avec un agréable plaisir que je viens dans votre télévision. D'autant plus que je suis très content de ce qui arrive à votre PDG, M. Séverin Tchonke. On en parlera tout à l'heure. Merci donc également à vous d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, c'est bien cela, on le rappelle. Ça se passe très bien au barreau. Enfin, disons que le bâtonnier vient d'être nommé, élu, et je suis content de ce qui lui arrive, même s'il n'a pas été très présent lorsqu'on parlait du barreau au Hada, peut-être parce qu'il était à l'extérieur, mais je pense qu'avec les nouvelles techniques de l'information et la communication, il aurait pu donner la position du barreau camerounais qui était de dire non au fait que le barreau de Paris, avec 27 000 personnes, avocats, puisse venir envahir l'espace africain. Et ça, je le dis d'autant plus que je suis un avocat du barreau de Paris et que ce n'est pas possible qu'on puisse venir glaner les graines, coloniser, nous considérer comme si on était un pays, disons, moins qu'une petite province française. Et c'est l'occasion ici pour dire que je suis très heureux que le président Hollande soit venu au Cameroun et que de temps en temps, le président Biya lui ait donné une réponse du berger à la bergère. Très bien, on en parlera dans un instant. Merci donc à vous d'avoir accepté cette invitation. Nous disons également bonjour à Henri Tekwe. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonjour Sandrine, c'est toujours un plaisir de me retrouver dans cette télévision et à droit de réponse. Très bien. Où le débat est souvent très chaud. Merci donc à vous d'être là. Alors, si on cherchait à savoir, avant de revenir, on sait très bien que la session s'est achevée au Parlement cette semaine. Le bilan fait état de 6 projets de loi qui ont été adoptés, mais on peut quand même s'intéresser à cette déclaration de Kavaye Djibril qui fait savoir que les ministres sont de plus en plus absents lors des questions orales. Il le rappelle même que cela est prévu par la loi et qu'ils doivent satisfaire, ou bien ils doivent pouvoir se prêter à cet exercice-là. Comment il est possible d'expliquer cela? Mais il a parfaitement raison. Dans le fonctionnement des institutions de la République, les ministres doivent être là au cas où il y aurait des questions à poser au gouvernement. Et cela traduit un peu cette ambiance qui existe chez nous depuis septembre 2013, où il y a eu des élections, où on attend plus ou moins un gouvernement qui n'est toujours pas là et où les ministres dansent un peu sur un pied sans trop savoir ce qu'il va advenir de leur sort. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles
il y a cet absentéisme accru au sein de l'hémicycle du Cameroun. Très bien. Bonjour, Faustin Djikam, vous êtes directeur de publication. Tout à fait. Bonjour, Sandrine. Vous êtes journaliste, bien évidemment. On va s'intéresser aussi à cette fin de la session ordinaire du mois de juin à l'Assemblée nationale. Et qu'avec Djibril, toujours qui au perchoir, note qu'il faut continuer de ratisser l'âge parce qu'il y aurait encore des complices de Boko Haram tapis dans l'ombre. Ça en fait beaucoup de déclarations quand même autour de la secte islamiste Boko Haram. Oui, ben, je l'ai déjà dit ailleurs, sur un plateau similaire, que si le président de l'Assemblée nationale, qui est quand même la troisième personnalité de la République, parle de cette affaire avec autant de récurrence, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Et s'il sait de quoi il parle, je pense qu'il est temps qu'il passe à table. Pour que nous sachions effectivement qui sont ces compatriotes qui sont d'intelligence avec l'ennemi qui nous empêchent de dormir. Pour qu'on sache exactement qui sont ces compatriotes qui nous fait perdre nos enfants, nos frères et sœurs tous les jours et qui nous fait perdre beaucoup d'argent. Vous avez vu que dans l'actualité récente, il y a son aide de camp qui a été démis de ses fonctions et mis aux arrêts. Et dans l'histoire de la rédaction administrative, jamais je n'avais vu un président de l'Assemblée nationale signer un tel arrêté où on démet son aide de camp, on donne les motifs de sa déchéance et on dit comment est-ce qu'il faudra le traiter. Vous voyez, si vous avez très bien lu ça, vous allez voir, j'ai la chance d'être sur ce plateau ce matin avec un éminent avocat, Maître Pincy, qui peut-être reviendra là-dessus sur les aspects juridiques. C'est pour vous dire que peut-être que la vérité commence à se faire voir et que le temps des journalistes n'étant pas le temps de la justice, avec le capitaine Simala qui se trouve où nous tous nous savons en ce moment, quand viendra le temps de la justice, peut-être on en saura un peu plus sur ce qu'il y a derrière toute cette affaire. Mais en attendant, les déclarations continuent de fuser à l'Assemblée nationale. Bien sûr, les déclarations fusent de partout. Nous avons même appris que des déclarations fusaient même de la prison aussi, où se trouve le capitaine en question. Donc ça veut dire que à un moment ou à un autre, vous savez, le mensonge a des bras courts. À un moment ou à un autre, les Camerounais sauront effectivement si oui ou non il y a des compatriotes qui sont d'intelligence avec ses ennemis. Très bien, merci donc à vous d'être là. On espère pouvoir recevoir l'historien Grégoire Kamkumo dans cette émission. Alors, je vous propose le premier stop. On va s'arrêter une fois encore sur la visite du président français François Hollande et surtout ses dernières déclarations. Faustin Djikam, la presse est notamment revenue sur la déclassification des archives. Un sujet important, direz-vous? Un sujet très important, parce que dans l'histoire de la France, dans l'histoire même de la Ve République, c'est la première fois qu'un président français arrive sur le territoire camerounais et accepte qu'il y a eu ce genre de massacre, qu'il y a eu des massacres post-indépendance au Cameroun. Vous savez, il faut savoir, il faudrait que nous resituions un peu les choses. Le Cameroun n'a jamais été un pays sous colonie. Nous sommes partis du mandat à la tutelle. Et après la tutelle, on nous a parlé de l'autonomie, de l'autodétermination. Voilà, ils appelaient autodéterminare, c'est-à-dire qu'on peut commencer à nous gérer par nous-mêmes. Et c'est pour cela que les premiers indépendantistes, ceux qui ont les premiers nationalistes, ne sont jamais allés à Paris lorsqu'ils avaient un problème. C'était toujours à la tribune des Nations Unies. Ça voudrait dire quelque chose. Et puis maintenant, si les Français ont commis des actes ici, qu'on le leur rappelle dans un discours politique et qu'eux-mêmes ils reconnaissent, nous avons l'habitude de dire au quartier qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais maintenant, puisque la faute est une faute acceptée à moitié pardonnée, puisque la faute a été acceptée, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller plus loin. C'est vrai, le président François Hollande a dit qu'il fallait, on devait ouvrir les dossiers. En réalité là, Maître Pincy est là, ils savent tous que les dossiers, même on les a depuis. Mais maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner? L'histoire nous dira. Alors, il y en a qui ont parlé de génocide, que la France a pratiquement commis des génocides au Cameroun. D'autres estiment que c'est un mot un peu grossi. Vous le voyez comme ça en réalité quoi?
Est-ce qu'on peut effectivement parler de génocide? Et qu'est-ce que la France aurait finalement à ouvrir comme archive même au Cameroun? Bon, d'abord, ce que Hollande a dit ne concerne que la période post-coloniale. Et c'est assez malin. C'est pour dire que tout ce qui s'est passé, c'est votre pays. C'est pas nous. Bon, mais on le reconnaît. Mais ce qui s'est passé avant et après la colonisation, c'était sous l'égide de la France. Les massacres de mai 55, qui ont fait des morts qu'on peut évaluer à 3000 entre le littoral, le pays bamileke et le littoral, ça peut faire déjà l'objet de ce qu'on peut appeler un génocide. C'est Roland Pré qui l'a perpétué parce qu'il était énervé par le fait que la France, que l'UPC était resté radical sur l'obtention d'une indépendance qui ne soit pas sous le couvert de la France, comme on l'a eu plus tard. Alors, Hollande dit c'est post-colonial, après l'indépendance. Mais après l'indépendance, la France était là. Lorsqu'on brûle le quartier Congo, j'ai 10 ans et je vis, et je suis élève, c'est quand même des officiers français qui conduisent l'opération. Qui amènent des hélicoptères pour verser l'essence partout et mettre la colonne, la troupe coloniale autour du quartier Congo pour que ceux qui pourraient échapper de là soient exécutés. Il était question d'attraper un certain Tanque Noé, dont on pensait que le QG était là-bas, et Tanque Noé était ailleurs, selon les dires de ses lieutenants, les commandants Fosso, etc., revenu au Cameroun 30 ans après. Donc, je pense qu'il a fait la moitié du chemin, mais quand on parle de génocide, on peut dire que c'est vrai. Parce qu'il y a évidemment eu des morts partout. Il y a eu des massacres, même dans le centre. Il y en a eu au nord. Il y en a eu dans le littoral. Il y en a eu notamment dans le Vouri et le Mungo. La Sanaga maritime, la grande Sanaga maritime, évidemment. Mais on ne peut pas dire que la lutte n'a été faite que par l'Ouest ou le grand pays Bassa. Je rappelle par exemple que le commandant de l'ALNK, l'armée de libération nationale du Cameroun avec K à Tchang, était un enfant de Dibombari, Makembe Tolo. De même que ici dans le littoral, c'était le commandant de l'ALNK, c'était Tanque Noé. Donc, il y a eu des charniers un peu partout, mais particulièrement des pays des régions qui ont été un peu les sanctuaires de cette lutte armée, effectivement. L'Ouest, où il y avait le quartier général de Singap Martin, qui était le général de l'ALNK, et à Badenkop, si vous arrivez à Badenkop, il y a un paysage lunaire parce qu'on a versé du napalm partout et toute une grande vallée qui était le QG de cette armée où les femmes ne peuvent pas cultiver parce que chaque fois qu'elles mettaient leur houe, elles tombaient sur un crâne ou des ossements humains. Donc c'est vrai, il y a eu un génocide. Alors, Maître Emmanuel Pincé, la France a donc reconnu ces massacres, on l'a expliqué il y a un instant, donc c'était important qu'on y arrive finalement un jour. Oui, je crois que nous venons d'avoir une explication qui est assez fournie par une combattante à l'époque, parce qu'elle a quand même joué un rôle, il faut le dire, ici au niveau de l'indépendance. Et que moi je le sais parce que mon père était médecin-chef en Banga en 1954, où il y a eu pas mal de massacres. Et lorsque nous sommes arrivés à Douala en 1956, nous habitions avenue Bonne-Carrière, c'est-à-dire boulevard de la République, en face à Attier. Et que lorsque, en 1900, je crois, dans la période, toute cette période-là, il y avait des tueries tous les jours. C'est-à-dire les gens étaient assassinés, nous-mêmes nous étions gardés. Dans la période dont elle parle, qui est cette période avant la colonisation, quand on a brûlé le quartier Congo, le général Bijard est arrivé, et c'est là où on expérimentait la bombe au napalm. Que la France va par la suite emmener
contre les Vietnam, etc., toutes les guerres, c'est ici qu'on a fait cette expérience. Mon père étant médecin est allé chercher ma tante, qui s'appelait Tante Calais, qui habitait au quartier Congo, et c'est à l'aide de quelques personnes, puisqu'ils soignaient tout le monde. Le médecin soignait les maquisards, tout était estimé comme tel. Les maquisards, c'était quoi? C'était les nationalistes qui luttaient pour l'indépendance, parce que nous n'étions pas un pays colonisé, et je me souviens d'ailleurs à l'époque, quand il y a eu des revendications qui étaient faites, il y a eu un débat fleuré-moucheté entre Umiobe aux Nations Unies avec de l'autre côté Okala. Charles qui sera récompensé par la suite par la France pour devenir sénateur en France et après ministre des Affaires étrangères du président Idjo. Donc c'est une période où j'ai vu des têtes coupées en allant à l'école. Et ça a duré jusque dans les années 60, 65, même après, parce que cette période, moi, mon oncle était préfet et inspecteur fédéral de Douala, Guillaume Séké, et de temps en temps, on lui amenait des camions avec des têtes coupées de Camerounais. C'était quelque chose d'absolument horrible que nous avons vécu, etc. Absolument. Nous dormions sous la garde des policiers et chaque fois, tous les soirs, on couchait sous le lit, etc. Ça a commencé depuis Mbanga jusqu'à aujourd'hui, où les Camerounais, c'est ceux qui ont cherché l'indépendance, ce n'est pas eux qui ont eu le pouvoir. Et c'est ça la réalité de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il faut réécrire l'histoire du Cameroun. Je me réjouis qu'il y ait un historien. L'histoire du Cameroun n'a jamais été écrite. Elle a commencé à une époque. C'est comme s'il ne s'est rien passé avant les indépendances, ni après, et on a commencé à dire que le savant politique, le machin, etc., et que l'histoire a démarré. Et là, la revêture partielle par François Hollande, qui ne pouvait faire autrement, parce que François Hollande, c'est quand même quelqu'un qui est fin. Il s'est rendu compte que, cette situation-là, elle peut pas durer, il arrive au Cameroun, tout le monde en parle. On a posé, les gens ne le savent pas, à l'ambassade de France, il y a eu des réunions notamment avec des journalistes à Yaoundé où on posait les questions pour ouvrir les archives. Et l'ambassadrice, m'a-t-on dit de France, a demandé, mais pourquoi vous ne posez pas les questions également ici à votre président pour qu'on ouvre également les archives internes à l'intérieur du Cameroun sur ce qui s'est passé. Alors je crois qu'il faut réécrire l'histoire, mais le problème, et ça je voudrais terminer avec ce qu'a dit Henriette Ikoé, c'est le terme génocide. Si vous ouvrez le terme génocide, vous allez directement devant devant la Cour pénale internationale. Parce que génocide dit traduction des autorités françaises devant les juridictions internationales avec le problème de l'imprescriptibilité des crimes. Alors là, c'est pour ça qu'on ne veut pas du tout entendre parler de ça et que la France, étant membre du Conseil de la sécurité, va faire une opposition freinée de tout faire pour ne pas parler de cette affaire. Et c'est pour ça qu'on s'est également arrêté avec François Hollande à ce qui s'est passé pour vous dire que c'est une affaire camerounaise. Quant à nous, Français, on ouvrira les archives pour savoir ce qui s'est passé. Alors, Grégoire Kankumo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes d'accord avec Maître Emmanuel Pincé qu'il faut réécrire l'histoire? Vous pensez qu'elle n'a pas été suffisamment dite, suffisamment racontée, suffisamment relatée jusqu'ici? Fallait-il attendre la visite de François Hollande pour qu'on se rende compte de ce qu'il y a des pans de l'histoire du Cameroun qui sont encore mal connus? Bonjour d'abord, et bonjour à tous les panélistes, surtout bonjour à Henriette Ikoé. Et bonjour à tous les téléspectateurs, et je m'excuse de mon retard. Elle a abordé un pan. Maître Pessi aussi. Mais il faut comprendre cette histoire en situant le problème du Cameroun avec la France dans son contexte historique. Il faut comprendre que dès 1946, la France est en difficulté, en énorme difficulté au Vietnam. La France va être humiliée. Pendant ce temps, il y a déjà un début d'effervescence dans l'Afrique francophone, et particulièrement au Cameroun. Et au Cameroun, il y a un élément particulier. La France, par erreur, ça, je pense que De Gaulle l'aura toujours regretté, mais sans l'avouer,
à partir d'une simple évocation de la conférence de Brazzaville, que beaucoup pensent que c'est un facteur de décolonisation. En réalité, la conférence de Brazzaville n'est pas un facteur de décolonisation, dans la mesure où le président de cette conférence, en la personne de Charles de Gaulle, d'office avait fixé les limites de l'émancipation des peuples africains noirs. C'est-à-dire que l'évolution ne pouvait se faire que dans le cadre français. C'est l'exploitation de la disposition offerte aux Africains de créer les associations, qui a permis, grâce au concours de certains Européens anticolonialistes, surtout les communistes, de créer d'abord des syndicats. Et à partir de la brèche des syndicats, on a créé l'UPC. Or, le véritable problème pour les colons à l'époque et pour la métropole, c'était la qualité des membres fondateurs de l'UPC. C'était le programme clair et net de ce premier parti politique qui avait des revendications, somme toute, normales, légitimes et légales. La colonisation française et le gouvernement français de l'époque, se rendant compte qu'il n'y a pas moyen de corrompre ceux qui avaient imaginé et mis sur pied ce premier parti politique, va utiliser des stratagèmes. Qu'est-ce que la France va faire? La France va, entre 2 années, c'est-à-dire 1948, 1950, on peut prolonger à 1951, faire ce qui s'est produit ici en 1990, créer plus de 80 partis politiques. Pourquoi? Parce qu'à l'intervalle d'1 an, 2 ans et de 3 ans, l'audience de l'UPC ne s'était pas seulement limitée ici dans le littoral. Ces tentacules s'étaient répandus à l'intérieur de tous les partis du Cameroun. Et son programme politique, sa structuration était telle que la France était devant un véritable danger parce qu'elle n'avait pas prévu qu'à l'intérieur du Cameroun, on pouvait avoir des indigènes, pas aussi lettrés, c'est-à-dire intellectuellement parlant, mettre sur pied une structure politique capable de défier la puissance française. Or, la France a un pendant, c'est le Vietnam. Et la France ne voudrait pas qu'ayant un problème avec son protectorat de l'Indochine, il y ait des pauvres indigènes noirs capables de la défier. C'est la raison pour laquelle la France a utilisé tous les moyens, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus ignoble pour pouvoir casser les partisans de ce parti, c'est-à-dire les véritables nationalistes. Très bien. Alors, Henriette Ekwe, si, au-delà vraiment de toute l'histoire qui est racontée autour de ces massacres, qu'est-ce qui devrait se passer maintenant que la France a reconnu qu'effectivement, il y a eu du sang qui a été versé, du sang des nationalistes, des UPCistes et autres? Bon, je voudrais rectifier quelque chose. 1944, c'est sous la pression de Roosevelt. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ont formé ici des élèves de Foulassi dans l'esprit de l'autodétermination, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et c'est Roosevelt qui demande à De Gaulle, mais au fait, qu'est-ce que tu vas faire des colonies? Parce qu'il faut que vous décolonisiez, au fond. Et l'Amérique, les États-Unis avaient une colonie qu'on appelait les Philippines. Dès 1945, les Philippines sont indépendantes. Alors, De Gaulle veut pouvoir peser dans ce qui va être la fin de la guerre et probablement aussi s'asseoir sur la table des négociations. Et là, c'est le Parti communiste de Maurice Thorez qui va négocier avec Staline pour que De Gaulle puisse s'asseoir à la table des grands. Donc, il va faire cette conférence en se disant, si ça peut calmer les Américains qui sont maîtres du monde et qui ont aidé à la libération de la France, il faut faire quelque chose. L'Indochine, ça vient après. Mais ce qui est important dans ce qui s'est passé en Indochine, c'est que la France a subi une raclée avec cette humiliation de Dien Bien Phu en 1954. Et la France va se retourner sur le Cameroun et sur l'Algérie avec une violence inouïe. Les Lambertons qui vont tuer Oumyobé viennent d'Indochine. Et donc, cette humiliation-là, après, bon, j'ai oublié, c'est en 1945 où il y a eu des massacres parce que les Algériens ont dit, puisqu'on a aidé à la libération de la France, il faut qu'on nous donne l'indépendance. Ça, c'est un...
pour rappeler que l'Indochine, c'était surtout à partir des années 50 et que ces officiers-là sont venus massacrer. Alors, on va ouvrir certainement les archives. Il y en a déjà qui sont ouvertes. Les archives étaient à la rue Oudinot, au ministère des colonies, et on les a transférées à Aix-en-Provence. Il y en a qui sont ouvertes. Vous allez voir des rapports de police, les réunions. On a même pris beaucoup de photos parce que le Carrefour Anatole, on ne sait pas que c'était un certain Kameni Anatole qui était un grand photographe et qui photographiait toutes enfin, ceux qui sortaient des réunions, notamment les filles des comités du RDA. Et l'importance du RDA et l'importance aussi, évidemment, comme l'a dit le professeur, du cheminement entre le Parti communiste parce que c'était le seul à défendre la décolonisation. Et ceux qui ont fait les syndicats ici, Lalaurie Soulier et Gaston Donat, étaient tous des membres du Parti communiste et des membres de la CGT. Ça, c'est pour l'histoire. Alors, si on ouvre les archives, il y a une première chose à dire, c'est que la France n'a jamais, non seulement pensé à évoquer ce sujet, mais surtout à dire un matin que oui, nous avons fait de mauvaises choses, comme ils ont fait à Madagascar aussi. Et en Algérie, ils peuvent faire profil bas. Il veut le pétrole et le gaz algérien, mais en ce qui concerne le Cameroun, il y a carrément une omerta. On n'en parle pas. Il a fallu que des jeunes journalistes français, des chercheurs, disent que mais il y a quelque chose de terrible qui s'est abattu dans un pays d'Afrique subsaharienne et dont personne ne veut parler. Donc, qui déclassifie, qu'on sache bien ce qui s'est passé, quoi qu'on en sache beaucoup, parce que les Camerounais ont ceci de particulier, et c'est pas vrai que c'était pas des gens lettrés. Les Camerounais ont été les premiers à être en contact avec plusieurs civilisations à la fois. Ils ont été en contact avec les Anglais et les Allemands. Si vous voyez les pétitions, les Portugais aussi, si vous voyez la qualité des pétitions que les Camerounais ont envoyées à la SDN ou au Reichstag en Allemagne, du temps de Guillaume II, vous verrez que ce n'était pas des illettrés. Donc, c'est une tradition de lutte qui remonte au temps des Allemands. Alors, la déclassification va aider peut-être à faire connaître au niveau de l'opinion européenne et mondiale d'une manière générale, qui la connaît très bien, contrairement à ce que pense la France, le fait que la France a enfin décidé de livrer la vérité au plus haut niveau. Au Camerounais. Alors, pour sortir de cet aspect-là de la visite de François Hollande, Faustin, comme il y en a qui estiment que la France doit aller bien au-delà de reconnaître ces massacres, qu'il faut peut-être que la France présente ses excuses, qu'on aille même jusqu'au dédommagement. Comment vous comprenez ces positions? Moi, je trouve que ce sont des positions tout à fait normales, c'est des positions légitimes. Voyez-vous, il y a des familles, jusqu'à aujourd'hui, je crois que Henriette Oula, Maître Pincy, qui traînent encore avec eux dans leur mémoire tout ce qu'ils ont vécu, tous ces massacres, tous ces assassinats, parfois de leurs parents, de leurs plus proches parents. On aimerait bien qu'un jour, qu'on leur présente, ne serait-ce que publiquement, des excuses. Peut-être pas pour de l'argent ou bien pour quoi que ce soit, mais pour que la mémoire de l'histoire et sache ce qui s'est passé et ce qui s'est passé et qu'il y a eu des Camerounais qui ont perdu de leur vie, qui ont versé de leur sang pour que nous soyons là où nous sommes. Voilà, pour que nous soyons là aujourd'hui. C'est tout à fait normal que cela ne s'arrête pas à des simples discours politiques, mais que tout ce qui a été dit à Yaoundé se traduise dans les faits de façon immédiate. Encore que le président ne l'a reconnu que là, excuse-moi, mais quand il dit on va vaincre Boko Haram comme on a vaincu les maquisards, il oublie de dire que c'était de grands patriotes qui se battaient pour l'indépendance de leur pays, ce qui est quand même une honte. Et puis les Français, c'est les Français qui ont apporté ce mot de maquisard, c'était des nationalistes. Eux-mêmes ont eu des maquisards chez eux. Que faut-il faire? Les excuses, des dommagements aussi? Le mot maquisard, ça vient de la Corse, parce qu'il y a le maquis. En Corse, il n'y a pas le maquis ici au Cameroun, et c'est comme ça qu'on a... je dis que c'est eux qui ont apporté ça ici. Qu'on a appelé. Je voudrais dire qu'il se pose toujours un problème lorsqu'il y a eu ce type de massacre, le problème de l'indemnisation. Ça, c'est un problème réel. Et que, alors là, il va se poser le problème, combien d'argent on va donner. La France a un déficit budgétaire abyssal. Ils sont dans des difficultés inextricables. Ils ont des problèmes maintenant avec la Grèce. Vous leur demandez encore de vous donner l'argent, comme si on vous aide pas avec le CD2 et avec d'autres choses. Donc, ça,
il va arriver, on va vous dire, bon, on vous donne ceci, on vous a donné cela, et je ne suis pas du tout certain que cette revendication va fonctionner, mais à mon avis, la France doit pouvoir faire quelque chose pour plusieurs régions où on a totalement détruit, disons, les cultures ad vitam aeternam, notamment dans le pays bamileke. C'est quelque chose, mais je vous dis, c'est incroyable. Vous allez au champ, vous prenez, parce que les gens ont coupé les têtes. J'ai même des photos, des gens on se promenait avec les têtes coupées pour montrer aux populations ce qu'on a fait aux ceux qui sont les maquisards. Et je dis que exposé au marché, on a amené des têtes. Et je dis, c'est quelque chose d'effroyable. Moi, j'ai vécu ça quand on amenait chez mon oncle qui était préfet des têtes dans des camions. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer. Donc, vous pensez qu'il faut dédommager toutes ces populations? Ça va être ça dit, il faudrait faire quelque chose pour cette région. Je dis les excuses, je ne sais pas ce qui va se passer. Pour le pays. Mais pour le pays, il faut leur dire que bon, on a fait ceci, on va essayer de trouver une solution. Ça, c'est un problème d'ordre diplomatique. Le Cameroun est-il en position de force pour pouvoir exiger de la France le paiement de quelque chose? Je ne suis pas si sûr. Mais je voudrais quand même que c'est un grand pas qui a été fait par le président Hollande. Mais avant lui, Pierre Messmer, qui a été Premier ministre de la France, qui a été gouverneur ici, a écrit un livre en 1995 aux éditions Albert Michel, dont le titre est « Les Blancs s'en vont, récit d'une décolonisation », où il décrit sur plusieurs pages comment ça s'est passé dans le pays bamileke. Il fait une description même de la personne qui était un prêtre, un évêque, qui est allé trahir ou qui est allé le chercher pour qu'on puisse aller l'assassiner. Donc il explique pas mal de choses. Il explique d'ailleurs ce que a fait Roland Pré, qui d'ailleurs ne va pas rester très longtemps au Cameroun. Non, pas très longtemps. Il va rester moins de 15 jours. Il a trop massacré. Et qui, non seulement a massacré, a voulu la peau de Mbida, qui Mbida va partir en France, faire une campagne contre lui, et Roland Pré n'aura pas une carrière administrative de haut vol. Il va perdre sa carrière. Oui, mais maître, sur ce sujet justement, tout ce que vous expliquez est bien. Oui. Mais cela n'a pas empêché François Fillon, de passage ici au Cameroun, de nier tout cela. La question lui avait été posée là-dessus. Il a nié toutes ces évocations. Et même Messmer l'a nié. Mesmer a assumé. Voilà. En disant, c'est professeur, je vous donne le livre que j'ai avec moi. Dans une interview, il a nié. Il y a même eu un documentaire où Mesmer a dit, si c'était à refaire, je le referai. Il a dit, le titre c'est « Les Blancs s'en vont, récit d'une décolonisation ». François Fillon lui l'a nié. Albert Michel, 1995. Ouais. Donc vous avez tout ça qui est écrit. Donc je crois que c'est un grand pas qui a été fait. François Fillon a un problème, il veut exister en France. Voilà. Bon, donc il faudrait qu'il dise quand même quelque chose. C'est le Premier ministre qui a avalé le plus de couleuvres que tous les premiers ministres. Son ami Sarkozy. Certainement, il en a avalé même plus que le Premier ministre actuel du Cameroun. Donc, c'est pas une référence dans ce sens. Il y a un autre point de cette visite de François Hollande, toujours autour de la conférence de presse qu'on ne peut pas éluder. Eh bien, c'est une phrase qui commence à faire le tour. Ne tue pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et la presse estime qu'il n'est pas exclu que Paul Biya soit encore là, candidat en 2018. C'est la perception que vous avez, vous aussi. Mais il a dit qu'il sera là jusqu'en 2024. Mais j'aurais bien voulu que vous me permettiez... En 2004. Allez-y, Grégoire. J'aurais bien voulu que vous me permettiez de revenir encore sur la déclassification des archives sur l'histoire du Cameroun. Juste en une minute. Oui, juste. Si la France insiste que cette déclassification soit post-coloniale, c'est parce que la déclassification des archives de l'histoire du Cameroun avant l'indépendance va démontrer, le caractère barbare, le caractère cruel et le caractère sauvage des Français. Et cela remonte depuis la Révolution française. Il faut comprendre que la République française est une république qui est née sur le sang. C'est une république qui a exalté le sang. Rappelez-vous que c'était avec une allégresse terrible que les Français, les républicains ont décapité le roi, ont exhibé sa tête dans la foule. Et c'est la même chose que la France a transposée ici. Et même à l'époque de Robespierre, on avait supprimé l'ordre des avocats au barreau de Paris. C'est pour ça que le barreau de Paris porte une épitoge
et qui n'est pas herminé. Donc le barreau de Paris est en deuil en cette période-là avec les Dantons, où il y a eu la Danton a été exécuté aussi. Qui était également, Robespierre également a été exécuté. Et c'est une habitude française. Pendant la colonisation, dans tous les territoires où la France rencontrait des résistances, elle utilisait la même méthode. Le résistant Rabat, dans la région du lac Tchad, a été décapité et sa tête plantée sur une flèche qui se pavanait dans les différentes rues de Kousséri pour bien montrer que la France avait la force, le dessus pour pouvoir écraser tout ce qui lui résistait. Donc, ce massacre, ce génocide en réalité qu'il faudrait admettre par la suite, ce génocide que la France ne voudrait pas qu'on sache, le refus de déclassifier les archives avant la colonisation est à dessein, parce que cette déclassification donnera toutes les preuves, avec tous les détails, sauf si, en déclassifiant, ils font disparaître certains documents. Donc, ils viennent de déclassifier pour le Rwanda, par exemple. Ils vont déclassifier. Je dirais ceci, la France a beaucoup à perdre avec la déclassification des archives sur l'histoire du Cameroun avant la colonisation. Quant à M. Biya, je pense qu'il a donné une réponse pour, je ne sais pas, dire à M. Hollande que le Cameroun est le Cameroun, comme il a dit, puisque en réalité, la préoccupation de Hollande, c'est, par rapport à certains territoires, adopter une attitude de mi-figue et mi-raisin. Comment? Lorsqu'il est arrivé au Bénin, bon, sachant naturellement que celui qui postulait ne pouvait plus revenir au pouvoir, il l'a félicité de son caractère démocratique. Mais lorsqu'il est arrivé, il est allé en Angola, ben, il a adopté un profil bas en ce qui concerne ses affirmations. Et c'est ça qui est pernicieux dans cette affaire. Pour des problèmes de pétrole. Vous voyez? En ce qui concerne ses affirmations péremptoires sur la démocratie. Et lorsqu'il est arrivé ici au Cameroun, naturellement, il a adopté une posture qui ne pouvait pas lui permettre de se positionner comme un chef d'État tout plus supérieur à son collègue d'ici. Et il a joué sur le tableau de l'économie. Et naturellement, la question sur la longévité du président au pouvoir a été laissée à un journaliste français qui, naturellement, posait cette question pour pouvoir piéger le président Biya. Bon, il a donné la réponse qu'il a donnée et on peut interpréter comme on peut interpréter. Et ça en est sorti du piège, Faustin Djikam? Bien sûr, moi je trouve que le président de la République est sorti. D'ailleurs, il est aujourd'hui un homme avisé qui ne tombe pas sur le premier piège qu'on lui tend. Vous avez vu que tout au long de cette conférence de presse, même dans le cas de l'affaire Lydia Neyoum, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, elle n'a pas été piégée du tout. Vous ne pouvez pas aller dans un pays africain comme l'Angola, où un président a fait, je crois, je ne sais pas, 42 ans déjà, vous ne parlez pas... Non, il est de 79, ça fait 36 ans. 36 ans, en fait 36 ans. Vous ne parlez pas d'alternance, vous ne parlez pas de tout cela, vous vous agenouillez, vous faites tout ce que vous avez à faire là-bas. D'ailleurs, je veux vous faire remarquer que sur le plan protocolaire, le président François Hollande a été reçu à l'aéroport par le ministre angolais des Affaires étrangères. Le président de la République a attendu... l'a fait voilà. Voilà, vous voyez, alors que chez nous ici, le chef de l'État s'est déplacé personnellement avec tout son gouvernement. Je dis bien tout son gouvernement pour aller accueillir M. François. Voilà, vous voyez. Donc nous les avons respectés, ils sont venus, le président de la République les a écoutés, mais il leur a répondu normalement. Ils n'ont pas parlé de cela en Angola, pourquoi? Et ils viennent parler de cela. Non, je voudrais dire simplement que la question de la succession ou bien de l'alternance ne regarde pas la France. Les Camerounais ne sont pas des petits-enfants. Vous voyez? Nous pouvons régler ce problème-là ici. Et nous allons le régler ici au Cameroun. C'est un problème qui est purement camerounais. Et on peut le régler. Oui, nous avons le devoir de régler ce problème. Parce que lorsque vous allez à l'étranger et que vous dites qu'en 55 ans, vous n'avez eu que 2 présidents de la République et qu'on sait que le peuple camerounais est un peuple très intelligent, on se pose la question de savoir si on est tous morts. Donc, le problème d'alternance, que ce soit Hollande évoqué ou pas, il faudra bien l'évoquer. Et je disais qu'en 2004, au mois de mai-juin, lorsque la rumeur de la mort du président de la République
a envahi le pays. Lorsqu'il est revenu, il a dit, je suis là pour 20 ans. 20 ans, c'est 2024. On était en 2004. Ça veut dire que Biya a bien l'intention de se représenter. D'ailleurs, certains ministres, Fameux Ndongo et tout ça ont dit, mais vraiment c'est le meilleur. En 2018, c'est le seul. Sauf que il va en France régulièrement et que les journalistes ont fini par dire que sa santé n'est pas bonne. Mais il ne fallait pas aussi s'attendre que le président de la République dise si oui ou non il s'en va. Oui, bien sûr. Nous sommes au Cameroun, nous il connaissons n'a pas nos mentalités. à leur donner la primeur voilà. de l'information. Mais ce que je pense, c'est que ce problème-là doit être résolu par les Camerounais et il serait temps qu'il y ait une alternance pour avoir un président de la République plus présent, qui ne soit pas obligé d'aller tous les 6 mois à l'étranger, parfois passer 2-3 mois à l'étranger, parce que qu'on le veuille ou pas, lorsque vous confiez votre santé à un étranger, à un médecin étranger, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse lorsqu'on vous en veut? On met votre dossier médical dehors. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. On a beau dire que non, ils sont méchants, le monde est méchant, mais il y avait qu'à se soigner ici et donner à ton pays les meilleurs plateaux techniques qu'il fallait. Donc, je dis que le président de la République a certainement envie de se représenter en 2018. Et je trouve que les opposants qui ont reçu cette petite gifle-là auraient dû quitter la salle, même si le banquet était très bon, même si c'était bien de respirer le même air que le chef de l'État qui ne voit jamais personne. Ils auraient dû claquer la porte de ce dîner lorsque le président dit « les voilà, je les tape, ils sont présents ». Bon. Et donc il faut bien s'attendre à revoir le président Biya en 2018, M. Pensy. Vous répondrez justement sur cet aspect avant d'évoquer le cas lydienne Yen Youm. Il n'y a que la presse cette semaine envisage déjà ou croit savoir qu'il faut voir à l'horizon, peut-être ce profil-là à l'horizon, soit une grâce présidentielle pour Lydienne Yen Youm. Bref, tout ce qui peut être mis en œuvre pour que l'avocate française soit libérée. Vous le voyez ainsi aussi? Oui, déjà, je vais essayer de répondre à, disons, à la démonstration, je ne sais pas si c'est une démonstration, au diatribe de Henriette qui nous a habitués dans ses éditoriaux, avec beaucoup de brio, beaucoup de fougue. Ça ne m'étonne pas d'elle. Elle est constante dans la manière de voir ce problème. Mais je voudrais quand même dire que 55 ans, ce qu'il faudrait, c'est qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on appelle du négationnisme. C'est-à-dire, vous avez une explication qui est très claire. Quand on pose la question au président de la République, ils disent qu'il y aura certainement les élections en 2018. Mais pour l'instant, il n'est pas candidat. Et pour une bonne chose, parce que, vous savez, nous sommes dans le landerneau national dans lequel nous sommes. S'il dit que je ne suis pas candidat, vous allez voir, ça va commencer des guerres à Yaoundé, machin, tout ça. Vous savez pas ce qui va se passer. S'il dit que je me présente, tout de suite, on va commencer à attaquer à l'étranger. Henriette a même déjà commencé avant le temps. Donc, ça ne manque pas des pistes. Il a été, j'allais dire, d'une finesse incroyable, parce qu'il s'attendait à cette question. Parce que je ne doute pas une seule seconde quand on lui a dit on va vous interroger sur tel thème, sur tel thème, sur tel thème, et que cette question-là... On a dit à Boni Yahi. On a dit à Boni Yahi, parce que le président de la République française ne venez ici, vous devez signer ce contrat-là. Il y a 78 milliards, etc. Il y a le chômage en France, le déficit budgétaire. Vous n'avez pas commencé à m'embêter. Je vais arriver au Cameroun, poser des questions, après vous ne présentez pas. D'ailleurs, ce monsieur-là est là avant moi. Il connaît Mitterrand, il a connu certainement De Gaulle et tout le monde. Et c'est pas à moi de venir le chatouiller. Celui qui réglementait le Cameroun à l'époque, qui s'appelait Jacques Foccart, que j'ai eu à rencontrer 2 ou 3 fois, n'est plus là. Et bon, ce n'est plus comme ça que ça se passe. Donc le Cameroun est un pays libre et toujours le président camerounais a su faire montre d'une indépendance. Je vous dis sans nul autre pareil. Et d'ailleurs, je dois vous dire, Sandrine, qu'une émission comme celle-ci, il n'y en a pas dans d'autres pays africains. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on a des débats de ce type-là, en toute liberté, nous disons ce que nous pensions. Bon, donc quand le président le dit, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très prudent. Il a une aisance particulière vis-à-vis de François Hollande. C'est quelqu'un qui a la maîtrise du sujet, c'est quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Il connaît les mentalités. Il est aussi porté par l'opinion nationale camerounaise. Et il envoie un message subliminal qu'on peut interpréter
ça s'adresse évidemment à Hollande, mais ça s'adresse également aux personnalités camerounais également. D'ailleurs, il a à l'opposition qui est à table. Le chef de l'État, il a même dit. Il a dit cela. Il a dit le moment venu, les Camerounais et les amis français seront si je suis encore candidat ou bien si je prends ma retraite. Alors, on ne peut pas être plus clair que ça. S'agissant du cas de Lydia Yeneyoum, vraiment, je suis, d'autant plus que je la connais depuis très longtemps. Moi, je l'ai connue quand elle habitait chez Édouard Koula, qui a été ministre des Finances du président Biya. Je l'ai connue même avant. Et que c'est une jeune consoeur qui est rentrée dans une affaire dont je ne voudrais pas parler ici. Le président a résumé cette affaire sur un recouvrement de 2 milliards. 1 milliard est gardé dans un compte. Et le tribunal criminel spécial a rendu une décision qui va passer devant la... Donc vous êtes d'accord avec la presse qui pense que on verrait bien dans les années, ou bien dans les mois, ou peut-être dans les jours qui viennent, que Maître Lydia Yeneyoum soit libéré? Alors ça c'est un message. Le président de la République, vous savez, il y a eu des précédents. Dans le précédent Thierry Michel Atangana et Titus Joa, ils avaient déjà passé 15 ans en prison et la justice camerounaise a été assez, maladroite d'avoir recommencé les procédures sur les mêmes faits. Oui. Et ça, on appelait ça la procédure PRC, pas pour le président de la République camerounaise, mais procédure rouleau compresseur, qui était tout simplement une procédure totalement illégale. Parce qu'à ce moment-là, on fait une confusion de peine. Et lorsque vous avez d'ailleurs une affaire qui concerne la même chose, soit on fait ce qu'on appelait à l'époque le réquisitoire supplétif d'information, bien maintenant on va faire une ordonnance de soins informés supplétive pour pouvoir voir la totalité de l'affaire. Vous avez connu déjà l'affaire, vous n'avez pas le commencé pour que la personne reste 15 ans et commence encore 15 ans. Ça a choqué le monde entier et c'est pour ça que ce rattrapage ne pouvant pas être fait, le président de la République est tout de même un juriste, il s'est rappelé le fait qu'il est licencié en droit, il a dit que bon, on le fait sortir. Donc il a profité de ça. Mais ils avaient déjà passé les 15 ans en prison. Maintenant, quid des sommes à récupérer éventuellement? Je crois savoir, où m'a-t-on dit que ces biens ont été saisis. Bon, si ces biens ont été saisis et avec cet argent, elle avait acheté pas mal de biens, peut-être qu'il y a eu un remboursement de ces biens. Et le président, dans le cadre de la constitution camerounaise, qui le lui permet, peut prendre une décision pour pouvoir le faire. Mais alors, quel est le message qu'il va envoyer, notamment à des personnalités comme Marafa, qui a été, lui, condamné pour complicité intellectuelle, un terme que je ne connais pas, moi, au niveau du droit, et à d'autres. C'est ça le problème, à la quadrature du cercle à laquelle le président de la République a dit que je vais voir ce que me permet la Constitution, et il va voir dans le cadre politique ce qui va se passer. Donc, il l'a dit, ça permet d'évacuer la question. Et il l'a dit notamment à Hollande, qui est toujours en train de dire le Cameroun est trop corrompu. Alors, si le Cameroun est trop corrompu et qu'on rentre dans le cadre d'une affaire de corruption et vous nous demandez d'élargir quelqu'un dans le cadre de cette affaire, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans le cadre de la demande française? Et est-ce que, comme on dit les journaux... Même l'ONU a dit que c'était injuste qu'elle soit condamnée. Oui, alors, mais l'ONU peut dire n'importe quoi. L'ONU a dit n'importe quoi et l'a mal dit. Il faut faire très attention. Ou bien le droit est égal pour tout le monde, et là c'est la légalité des textes par rapport à tout le monde, ou bien c'est faveur. Quelqu'un a écrit à juste titre qu'il y a des gens qui volent un sac, qui sont en prison, qui restent là des années. Nous avons sorti plus de 800 personnes qui étaient dans le cadre de la procédure de l'habeas corpus, qui se fait en saisissant le président du tribunal de grande instance par voie de requête pour une libération immédiate dans le cadre des arrestations arbitraires qui existent encore. Donc pour assainir la situation, je dis il faudrait revoir tout le problème et il faudrait également revoir d'ailleurs les dispositions des textes camerounais qui sont excessivement répressifs parce que les Nations Unies ont fait une évolution sur le problème de la corruption avec les conventions de Mérida qui existent. Donc là, à mon avis, c'est un problème. Je ne suis pas sûr que ça se passera ces jours-ci comme les gens le croient. Peut-être à moyen terme. Et je dis, la Constitution permet au président de la République camerounaise d'élargir n'importe qui. Reste à savoir quel message il voudra envoyer à la nation. Très bien. Pour sortir de la question, avant d'évoquer la thématique autour de la carte de presse, Faustin Djikam. Oui, je voudrais dire qu'il faudrait qu'on s'entende très bien sur cette affaire.
Vraiment, on a la chance d'avoir Maître Pincy qui est avocat au barreau de Paris, ici. Si Maître Pincy défend l'État français dans un dossier et qu'il se comporte comme Madame Maître Eyoum s'est comporté dans le cas du dossier avec le Cameroun, même s'il revient ici au Cameroun, les Français viendront le chercher ici. Pourquoi les Français cautionnent ailleurs ce qu'ils ne peuvent pas accepter chez eux? Ça, c'est ça, la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose, c'est que j'ai bien peur que nous n'ayons pas bien compris la réponse du président de la République. Parce que je vous assure, c'est un homme qui est très fin. À ce niveau, on ne peut pas le piéger. Et comment? Lorsqu'il dit que bon, maintenant que la famille m'a saisi, je verrai avec, et en me référant à la Constitution, ce que je peux faire. Mais Maître Pincy a oublié de vous dire que selon nos informations, voilà, au moment des faits, au moment où l'infraction est posée, Maître Lydienne Eyoum est encore camerounaise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans cette affaire, le président de la République, la Constitution lui confère la grâce. Mais la grâce pour qui? Pour des Camerounais, d'abord. Et ensuite, pourquoi? Parce que, au moment, maintenant là, même s'il veut gracier Maître Lydienne Eyoum, il ne pourra pas. Parce que la loi au Cameroun n'accepte pas encore le principe de la double nationalité. Et pour ce qui est là, pour l'instant, c'est Maître Eyoum est française. Vous voyez? Elle est française. Comment vous allez demander à un chef de l'État camerounais de gracier une citoyenne française lorsque la loi indique qu'il n'y a pas de double nationalité? Je crois que peut-être je peux me tromper, mais je vois quand même que dans cette affaire, il va être très difficile pour le président de la République d'apporter une réponse positive pour Maître Lydienne Eyoum, pour qui nous n'avons pas de problème particulier. On aimerait bien voir les gens libres. C'est ça, je crois, Maître, vous avez l'habitude de le dire. Mais je ne suis pas autant aussi sûr que vous. Hein. Alors, il faut qu'on sorte de ce sujet. Le principe, c'est souvent quoi? C'est la liberté, non? Ouais. Et l'exception? Le problème, je voudrais dire un mot par rapport à ce qu'il a dit pour que, après, tu peux parler une seule seconde, pour dire tout simplement que dans le cadre de ces affaires, c'est vrai, Yen Eyoum est marié à Loïs, qui était le directeur au Crédit Lyonnais à l'époque, et que après ces affaires-là, mais je crois que ce que nous, on aurait dû faire au niveau du Conseil de l'ordre, par rapport à un problème de maniement de fonds, c'est de prendre une décision disciplinaire. Voilà, pas ça aurait pu servir à ce que, dans le cadre de cette affaire, elle puisse avoir une inflexion qui pourrait l'amener à trouver une solution avec l'État dont elle était le client. Donc l'affaire est controversée puisque le ministre avait demandé de garder l'argent, mais on ne peut pas garder l'argent de recouvrement pendant plus d'un mois. Voilà. Et en plus, la manière dont l'argent a été exposé dans un compte personnel, donc il y a eu quelques fautes disciplinaires qui se sont posées, et de l'autre côté, l'argent n'ayant pas été remis parce qu'il y avait des discussions, et moi, à titre personnel, je lui avais demandé de remettre cet argent et de trouver une solution. Même le bâtonnier de l'époque. Donc ça, et ça, moi, je lui ai demandé, et elle ne l'a pas fait, et vous ne pouvez pas faire le bras de fer avec l'État, un État comme Camerounais, et c'est pour ça qu'elle a été frappée. Alors, il faut qu'on sorte rapidement de cette thématique-là. Il y a un dossier qui circule, dont se prévaut Maître Yen Eyoum. C'est vrai qu'elle n'était pas française au moment de la commission des faits, et l'ambassade l'a confirmé, qu'il y avait un délai pour qu'elle acquiert la nationalité française. Une fois cela dit, selon ses défenseurs qui font circuler un dossier dans la presse, elle aurait déjà recouvré quelque chose comme 3 milliards sur 5 milliards, et elle met dans ce dossier-là les lettres de Henri Ngoulou, Abba, etc., qui l'autorisent à avoir cette somme-là, pour elle ou pour les règlements des moyens judiciaires. Mais ce que ces avocats contestent, c'est que dans le même dossier, Abba, qui a accepté de payer, parce que Mevame Boutou ne l'aurait pas voulu avant lui, a été relaxé, et il se pose la question de savoir pourquoi elle est encore en prison,
Elle a été condamnée dans le même dossier où ceux qui lui ont dit tu peux garder l'argent ont été relaxés. Le ministre Ndilou a été arrêté et condamné pour les mêmes faits. Voilà. Il en est même mort. Alors, je très propose... controversé. Je souhaite qu'on ne recommence pas son procès ici. Parce que nous n'avons pas tous les éléments. Sinon, on prendrait toute la journée, Maître Emmanuel Le problème, c'est de Pessy. savoir si le président peut... est-ce qu'il peut la gracier ou non? Ou pas. Je dis Ça, oui, on verra. il peut le faire. De toutes les Mais le façons, on reste, verra. c'est un peu- Alors, je vous français. propose donc, si vous le voulez bien, que l'on passe... On a même vu Sarkozy aller Remarquez, je chercher vais faire. les enfants de Zoé qui Maître avaient commis des Emmanuel infractions. Pessy. Français. Maître Emmanuel Pessy, s'il Mais vous plaît. Lydia n'est Allez-y pas- rapidement, n'est pas Grégoire Elle n'est Kampoulou. plus Il y a Cameroun, un elle aspect- a perdu Faustin la- Djikam, ouais. Il y a un aspect, il y a un aspect de la déclaration du président de la République lors de son interview qu'on a essayé, enfin, qu'on a balayé d'un revers de main, mais qui est très important. Lorsque le président de la République dit, le moment venu, avec les Camerounais et les amis français, il verra. Paul Biya, avec cette phrase, a éventré comment le système politique camerounais fonctionne. C'est-à-dire, quand il dit les amis français, il implique directement l'influence de la France quant à la conduite des affaires politiques au Cameroun. Et en cela, il ne fait que dire la vérité. Depuis la période coloniale, la France façonne les hommes politiques qu'elle a fait accéder au pouvoir. Après les indépendances, la France a continué dans ce processus. Et Paul Biya, pour être assez prudent, il ne rejette pas disons que le clin d'œil des Français. Il dit, le moment venu, avec les Camerounais et les amis français, on verra bien. Très bien. Mais ici, pour que le Cameroun puisse couper le cordon ombilical qui le relie à la France Oui. en ce qui concerne les missions des Français dans la Faut qu'on politique sorte du française, sujet. il faut que ce soit des élections faites de manière libre, transparente, pour que les Camerounais choisissent exactement ceux qu'ils veulent à la tête de l'État. Très Tant bien. qu'il n'y aura pas des élections libres, claires, transparentes, on aura toujours l'émission de l'influence française dans notre politique. Très bien. Alors, je vous propose à présent d'évoquer la commission de délivrance de la carte de presse. La presse qui a abondamment parlé de cette commission cette semaine, vous direz qu'elle attendait, j'allais dire, elle s'impatientait déjà de voir cette commission commencer à travailler, Faustin Djikam. Plus ou moins. Je voudrais d'abord féliciter M. Séverin Tchounkeu pour sa nomination par arrêté du Premier ministre, chef du gouvernement, à ce poste. Je mesure un peu la tâche qui sera la sienne et je me dis qu'elle ne sera pas facile, connaissant l'environnement dans lequel nous fonctionnons. Il faut dire qu'il s'agit d'un très bon chauffeur à qui on a donné une voiture qui a tous les problèmes techniques du monde. Et ça va être très difficile pour lui, parce que nous sommes au sortir des derniers états généraux de la communication, où on a dépensé plus d'1,5 milliard, mais on n'a toujours pas les résolutions et on n'a aucune application de ces résolutions. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a d'abord la définition de la qualité de journaliste. Qui est journaliste au Cameroun et qui ne l'est pas? Ce n'est pas Séverin Tchounkeu et sa commission de le faire. C'est une question de loi. Ce n'est pas à l'Assemblée nationale que ça doit venir. Qui devient journaliste au Cameroun et comment? Qui est journaliste et qui ne l'est pas? Mais il y a bien un test du Premier ministre Peter Mafani Moussongue de décembre 2002 qui évoque de façon succincte qui c'est qui est journaliste au Cameroun. Oui, mais le problème c'est que, connaissant très bien ces tests, Ouais. on ne les applique pas. Vous savez bien qu'il y a eu... M. Séverin Tchounkeu n'est pas le premier président de la commission qui arrive à la commission de délivrance de la carte de presse. Ouais. Allez-y voir pourquoi est-ce que les Sam et Koka sont partis, pourquoi Alain Blaise Batongue est parti. Parce que, à leur époque, justement, ils ont commencé à avoir des pressions énormes des membres du gouvernement et de la haute hiérarchie qui leur demandaient de délivrer des cartes de presse à des gens qui n'avaient aucune connaissance de ce métier. Ça les a énervés. Allez-y voir, les premières personnes à qui on a délivré les cartes de presse, au temps d'Alain Blaise Batongue et autres,
C'était les qui? Allez-y voir. C'est pour cela que... C'est pour cela, effectivement, maître, j'y reviendrai, on en parlera. C'est pour cela que... Non, mais... Il y a beaucoup de journalistes... Il n'y a pas de censure. Non, il y a... Sur ce plateau, tu censures. Je dis qu'on y reviendra. Il y a qui? Dans les noms. Non, on va continuer à parler. Non, mais vous voyez? Non, alors, c'est pour cela que vers la fin, beaucoup de journalistes et la plupart de ceux qui se considèrent comme tels, qui sont qualifiés pour ce métier, ont refusé d'aller chercher la carte de presse pour se confiner dans des associations internationales où au moins là-bas, on ne conjugue pas les adjectifs et on accorde les verbes en se bombant de torse d'être journaliste. Vous voyez un peu? Donc c'est ça le véritable problème. Et puis, l'autre problème qu'il faut poser objectivement dans notre métier, puisqu'il s'agit de cela, c'est que ce n'est pas la carte de presse qui fait le journaliste. Le journaliste sur le terrain, c'est d'abord son carnet d'adresse. Vous voyez? On vous donnera la carte de presse aujourd'hui, mais lorsque vous n'avez pas un carnet d'adresse qui vous permet d'avoir accès aux informations dont vous avez besoin, vraiment votre carte de presse dormira dans votre poche et vous n'y ferez rien. Alors, la troisième chose, oui, c'est que cette carte de presse devrait pouvoir apporter quelque chose de concret dans le travail quotidien du journaliste, du vrai journaliste. C'est-à-dire quoi? L'accès aux sources d'informations que j'évoquais tantôt. Maintenant, les facilités qu'il a, peut-être en matière de communication, de transport et d'hébergement, ainsi de suite, comme ça se voit ailleurs. Mais est-ce que les pouvoirs publics sont prêts à apporter ce soutien et à laisser ce genre d'avantages aux journalistes? C'est ça le problème chez nous. Parce que le problème chez nous, ce ne sont pas les lois. Nous avons de très bonnes lois, mais nous ne les appliquons généralement pas. Alors, vous êtes d'accord, Hétékoué, que c'est une patate chaude pour cette commission? C'est un combattant de la liberté de la presse à qui on a donné une charge répressive. Et ce n'est pas par hasard. Lorsque on s'est rendu compte que les Madame Balmé et tous ces troubadours qui venaient prendre l'argent à la présidence par dizaines de millions de francs pour soi-disant aller laver la figure du pays et qui, au fond, n'ont pas pu faire le boulot, on s'est rendu compte de la puissance de la presse. Et on le savait déjà parce que la presse a été la sentinelle de la gouvernance politique, économique, sociale et tout. Donc maintenant, on veut demander à la presse de se ranger. Ça a d'abord été le CNC, au point où on condamne même des journalistes pour avoir repris des articles d'une presse étrangère. Et maintenant, on dit la carte de presse, elle est verrouillée avec les responsables des ministères, MINAT, Mincom, Minjustice. On ne voit pas très bien ce qu'ils font là. Et une pléthore de fonctionnaires, que ce soit Cameroun Tribune ou CRTV, ce sont des fonctionnaires. Donc, quel est l'apport que pourra apporter Séverin Djoungue? Il dit qu'il va envoyer des gens, même sur la planète Mars. On va faire chercher quoi là-bas? On fait une carte de presse camerounaise, on n'a pas besoin d'aller rechercher l'expertise de X et Y. Mais bon, comme souvent on fait une commission comme ça, on a un budget de 2 petits milliards qui tombent, bon, on peut le faire. Mais ce que je redoute, c'est que cette carte de presse ne soit demain le moyen de priver de carte de presse les journalistes qui vont embêter un peu le pouvoir. Parce qu'il y a en ligne de mai 2018, et si la presse, qui aujourd'hui, parce que la presse française, elle était complaisante, elle ne parlait jamais du Cameroun, bon, on tue les gens en 2008, personne n'en parle ni à RFI ni ailleurs, mais maintenant que le travail de la presse camerounaise est susceptible d'être relayé par la presse internationale, et en la matière, notamment au sein de l'Union européenne, c'est la France qui donne le là. Si vous allez en tant qu'activiste des droits de l'homme dire le Cameroun a fait ceci en Allemagne à la chancellerie, on vous dira que celui qui indique la ligne à suivre en la matière, c'est la France. Donc, à partir du moment où la France même commence déjà aussi à lâcher un peu, cette presse, ça peut être très dangereuse. Et
Et c'est pour ça qu'il faut la tenir. Je ne sais pas si on va aussi tenir la presse Internet. Ouais, non, cybernétique. On peut arrêter la presse nationale, mais aujourd'hui, de plus en plus, on veut contrôler la presse. Et quand on voudra contrôler cette presse, elle va y perdre de son jus. Alors, Maître Emmanuel Pensy, la Commission nationale de délivrance de cartes de presse donne 6 mois. Il y a tout à l'heure Henriette Ekoué qui a évoqué le CNC. Il y a plusieurs mécanismes qui ont pourtant été mis sur pied, mais le ministre de la Communication a recommandé à cette commission d'assainir le milieu de la presse. Au-delà du Conseil national de la communication, au-delà même, quelquefois, du ministère de la Communication, que peut cette commission? Oui, déjà, je tiens à saluer la presse camerounaise, des journalistes camerounais qui ont souvent le même rôle que les avocats, parce qu'ils défendent les libertés individuelles. Et ils défendent également les gens. Et d'ailleurs, un des rôles très importants d'une bonne défense, c'est de s'allier à la presse. Moi, je l'ai fait dans le cadre du colonel Koto, nous avons fait des conférences. Et la presse a été là pour relayer tous les manquements. Non, mais je les ai même invités plusieurs fois à déjeuner. À déjeuner, je les ai invités à la conférence. Je les ai invités pour qu'on puisse distiller les informations et avoir la vraie information. C'était pas la manipulation, mais Pensy? Non, ils sont libres. On leur donne le gombo. On leur donne les éléments pour pouvoir avoir entre les mains de la personne qui a les éléments. Et là, c'est les éléments qui permettent d'avoir une contradiction, puisque vous pouvez également aller voir l'adversaire. Le problème en ce qui concerne le droit au Cameroun, c'est pas le droit américain. Le droit américain est selon. Vous devez dire la vérité. C'est-à-dire, vous devez même donner les éléments qui vont à l'encontre, qui peuvent vous punir. Si vous ne dites pas la vérité, à ce moment-là, ça s'appelle un parjure. Et là, on vous fait l'appel de punitive damage. On vous condamne. Or, ici, chacun donne ses vérités. Moi, je donne la mienne, l'adversaire la sienne. Et c'est de ces contradictions, de ces deux vérités que va arriver la vérité par le juge, qui, lui, comme au Cameroun, peut choisir celle qu'il veut. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, la presse, c'est des combattants. Et c'est pour ça que c'est des gens que j'aime beaucoup. La presse camerounaise doit rester libre. Maintenant, vous avez la presse du Hilton. C'est-à-dire les gens qui sont là, qui viennent gagner des informations, qui vont dire du mal de tel, parce qu'ils ont reçu l'argent. Et après, ils vont encore prendre l'argent de la personne à qui on a dit du mal pour contrer celui qui venait de dire du mal de lui. Et ce sont ces personnalités. Moi, je me souviens un jour, je donnais par exemple du journaliste, je vais donner une information. Non, donnez aussi, vous m'avez demandé. C'est un monsieur qui est très connu, qui tous les jours fait une lettre au président de la République. On le connaît. Et vous savez, il a dit, j'ai une information sur vous. La personne lui a envoyé évidemment un peu de gombo. C'est pour vous dire. Mais il y a des mauvais journalistes comme il y a des mauvais avocats. C'est pour cela que... Ou des mauvais médecins. C'est pour cela qu'en France, on a donné une définition. J'ai mis la carte de la presse, parce que la presse des journalistes, c'est quelqu'un qui vit de ce métier-là. C'est-à-dire la totalité, ou bien la grosse partie de ses revenus vivent de ça. Or, il y a des gens au Cameroun qui ont des journaux, qui vivent peut-être de ça, mais qui vivent également de chantage. De chantage, de manipulation. Et de grapplerie même. Oui, et ça, c'est pour ça qu'en mettant quelqu'un comme c'est Véron Tchunke qui n'a pas fait, qui est quelqu'un d'intelligent que je connais, je l'ai vu démarrer au début avec ses difficultés inextricables avec mon cousin Galemiano pour arriver à avoir un groupe de presse. Et je peux vous assurer que c'est très compliqué. Oui, je me demandais même où il allait, puisque je pense qu'il est docteur en sciences politiques, un truc comme ça. Et qu'est-ce qu'il allait faire dans cette galère? Et voilà qu'il avait une idée directrice devant lui. Ça veut dire qu'on peut vivre de la presse. Et si on doit vivre de la presse, il faudrait que la publicité du gouvernement, l'argent qu'on donne, des milliards, puisse être également en grosse partie donné à la presse camerounaise. Pour avoir une presse qui doit être infaillible, qui doit chercher l'information, oui, il faudrait qu'on donne également la publicité à la presse camerounaise. Il ne faudrait pas dire que oui, et il ne faudrait pas leur compliquer la vie. Le problème, c'est que quand vous avez la carte de la presse, on doit trouver les moyens de voyager en avion avec des tarifs bonifiés. Vous deviez prendre le train sans payer ceci. Vous devez aller... Bon, il n'y a plus de salle de cinéma, etc. C'était gratuitement en France. Vous deviez couvrir un certain nombre d'événements, aller voir le match de foot sans payer, même si ici c'est 2000 francs. Et pour tout vous dire que, oui, la carte de la presse, c'est une nécessité absolue, mais la carte de la presse ne va pas résoudre totalement le problème. J'ai cru voir
sur Internet, déjà un grand journaliste contestait déjà la nomination de Charles de Tchunke sous le prétexte qu'il a été nommé par le gouvernement et qu'il sera obligé de le servir. C'est mal connaître la personne. Oui, Je dois dire ici qu'il le fera avec beaucoup d'indépendance, mais notre ami Dikam vient d'expliquer comment Charles Ekokassano, qui était directeur général de la Fusion, a eu des difficultés, Richard, des difficultés pour pouvoir remettre la presse de quelqu'un, parce que ceux-là même qui font le chantage sont des premiers en disant « je suis journaliste ». Très bien. Alors, le chantier, avant... Juste pour ne pas perdre le fil des idées, Maître a dit quelque chose tout à l'heure que je voulais un peu rectifier. Oui. Vous savez, dans notre pays aujourd'hui, et Henriette ne me le démentira pas, les journalistes qui font plus de chantage aux autres, et ceux qui font dans la crapulerie. Ils ont le plus d'argent. Non, c'est ceux que nous ne soupçonnons même pas. C'est ceux que nous croyons être les meilleurs. C'est eux qui sont dans toutes les compromissions. Et puis lorsqu'on dit journaliste du Hilton, voyez-vous, un journaliste qui travaille à Yaoundé, qui travaille au Cameroun et qui ne vient pas au Hilton, doit aller vendre les beignets. Parce que l'info circule au Hilton. Quand vous allez en Europe plaider, maître, lorsque vous arrivez dans un hôtel parisien, ou bien américain, ou bien à Londres, mais ceux que vous rencontrez dans les halls des hôtels à midi, c'est des agents de renseignement et c'est des journalistes. Et vous savez pourquoi. Lorsque vous regardez la presse, vous êtes certainement un observateur, vous voyez comment son travail se déroule au quotidien. La carte de presse, elle seule, suffit pour résoudre tous les problèmes de la presse aujourd'hui? Non, la carte de presse, en fait, ne peut pas déterminer la valeur d'un journaliste. La valeur d'un journaliste, c'est sur le terrain. C'est la qualité de son travail. C'est ça qui fait le journaliste, ce n'est pas la carte. Et je devrais dire ceci. La préoccupation de l'administration à vouloir caporaliser la presse par l'intermédiaire d'une carte de presse, c'est à dessein. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, la presse devient de plus en plus indépendante, la presse devient de plus en plus investigative. Et de ce fait, la presse est un obstacle pour les manipulations ou toutes sortes de magouilles en face dans l'administration. Il faut donc trouver des moyens pour contrecarrer cette velléité journalistique qui, somme toute, est capable de déjouer certaines projections ou certains projets de l'administration quand cela ne va pas... Ou de l'opposition. Non, ou de l'opposition. C'est selon. Quand ça ne va pas dans le sens, quand ça ne va pas dans le sens souhaité. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des voies et moyens pour pouvoir édifier une barrière à l'intérieur de laquelle ces journalistes devraient évoluer. Maintenant, des journalistes eux-mêmes, comment est-ce qu'ils vont prendre ces choses dans un sens ou dans un autre? Vont-ils se laisser caporaliser? Vont-ils défendre leur liberté? Vont-ils défendre la qualité de leur métier? Le véritable problème, c'est dans leur camp. Mais il faut comprendre une chose. L'évolution du journalisme au Cameroun est une évolution qui est liée à l'évolution politique du Cameroun. Lorsque, il y a de cela quelques temps, Peter Isoka est sorti de ses gonds pour pouvoir condamner certains journalistes ou certains médias. Ben, il ne faisait que ressortir certains travers qu'il a gardés par devers lui pendant les années de l'unipartisme. Je me souviens qu'à l'époque du tribunal contre Albert Ndomo, Ernest Wandier, les journalistes de l'époque, parmi lesquels Henri Bandolo, on leur faisait lire un papier qui n'avait absolument rien à voir avec ce qui se produisait en salle d'audience. Donc, ils faisaient leur papier, mais au moment de faire le journal, on retirait leur papier et on leur donnait le papier qu'il fallait lire conformément à ce que l'administration voulait. Donc, jusqu'à présent, il y a encore, dans les deux camps, que ce soit dans l'opposition ou dans l'administration, des gens qui ont ce réflexe, c'est-à-dire qui aimeraient que vous, journalistes, vous puissiez dire les choses qui aillent plutôt dans le sens qu'ils souhaitent et non dans le sens de la vérité. De la vérité. Très bien. Alors, il nous reste très peu de temps. Je vous propose de dire quand même un mot sur ces cas qui sont enregistrés dans la ville de Douala et qui posent certainement un problème d'urbanisation. La presse s'y est intéressée cette semaine en donnant des chiffres, une quarantaine, une cinquantaine, voire un peu plus, de constructions qui ont été détruites par la communauté urbaine de Douala et même par les autorités administratives. Sauf qu'elle remarque encore, cette même presse, que
c'est la furie des inondations qui a poussé les autorités à arriver à cette solution-là, Faustin Djikam? Moi, je me convoquerai ici la politique de l'urbanisation du Cameroun en général et de la ville de Douala. Je crois que si on avait une politique d'urbanisation fiable, qui travaille, qui est mise en place de façon efficiente, on n'en arriverait jamais là. C'est parce qu'il y a un désordre apocalyptique dans les méthodes d'urbanisation au Cameroun, pas seulement à Douala. Ce que vit Douala, c'est ce que l'on vit à Yaoundé, à Bafoussam, mais un peu partout où la population s'accroît du jour au lendemain. Donc je pense que les pouvoirs publics devraient pouvoir se ressaisir et mettre sur pied une véritable politique d'urbanisation pour que les populations soient à l'abri des grandes catastrophes, pour que les populations ne soient pas désemparées au moment où vient le temps de leur demander de déguerpir pour que la route passe, par exemple. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez important, parce que lorsque vous allez, par exemple, au ministère de l'Habitat, du développement urbain de l'habitat, vous voyez bien qu'il y a tout. Toutes les politiques sont mises sur le papier, mais la pratique est assez difficile. Ils ont un ministre là-bas qui est sur le terrain souvent, qui est assez dynamique, mais on a l'impression que entre ce qu'il prêche, ou bien entre la politique qu'il essaie de faire implémenter et la réalité sur le terrain, il y a un grand fossé. Alors, je partage la douleur de toutes ces populations qui se sont vues déguerpir ici dans la ville de Douala de façon un peu cavalière, mais je dois aussi leur dire que le temps de la loi, quand vient le temps de la loi, il faut bien la respecter, parce que la communauté urbaine de Douala n'a pas commencé à casser de façon spontanée. Je crois qu'ils ont été avisés, mais où est-ce qu'on les a recasés? C'est aussi toujours ça qui retourne au problème d'urbanisation. Alors, en réalité, quoi, avant Grégoire Kamkumo, la politique d'urbanisation, finalement, elle est pointée du doigt, mais qui c'est qui devrait finalement la faire implémenter? Les populations ont installé depuis plusieurs années, les inondations, bien les saisons de pluie se suivent et se ressemblent quelquefois, mais jamais on n'avait connu cela. Pourquoi ce n'est qu'en ce moment précis que les autorités administratives ont décidé de sévir? Non, il y a deux problèmes dans ces inondations et ces casses. D'abord, il n'y a pas de politique urbaine. Il y a eu un ancien plan directeur datant de 1959 qui n'est plus suivi du tout. On a des immeubles qui poussent, qui cassent des trottoirs. Quelqu'un construit un immeuble et appelle la sonnette. Dans l'anarchie totale. Dans l'anarchie pour déplacer un poteau électrique. Et la communauté urbaine est là, elle voit. D'autres construisent des immeubles avec des escaliers sur le trottoir ou en plein centre-ville. D'autres ont construit des hôtels sur des drains. Je ne vais pas citer ces hôtels-là. Mais suivez ces drains, il y en a même un qui est en construction, qui est immense, qui est planté sur un drain. Un hôtel tout neuf. Il y en a un qui est non loin d'ici. Hein? Oui. Donc, il y a une politique de l'urbanisation, soit qui est dépassée, parce que ce qui arrive aussi, c'est que la communauté urbaine peut vouloir refuser un titre foncier, un coup d'appel, un coup de fil vient de Yaoundé, et puis voilà. Première chose. Deuxième chose, c'est pas la première inondation. En 99, il y a eu des inondations monstrueuses. 2000 à Makepe, Misoke. Il faut une politique d'assainissement. On ne peut pas être dans une ville complètement congestionnée comme Douala et ne pas avoir une politique d'assainissement pour que la ville puisse respirer. On ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on n'aménage pas la ville progressivement. On dit qu'il y a 10 000 hommes qui arrivent, 10 000 personnes qui arrivent chaque mois pour s'installer. On ne fait pas une politique d'urbanisation. Il y a des incendies. D'abord, il y a même une maigre caserne de pompiers où on a encore pris une moitié du terrain pour faire un hôpital parce que ça rapporte de l'argent, alors qu'on devrait y mettre du matériel. Pour une ville comme Douala, où il y a des incendies tous les jours, des marchés qui brûlent, des immeubles qui prennent feu, d'autres qui s'effondrent. Donc, si on veut faire une vraie politique urbaine, je regrette qu'on casse des populations, mais je dis qu'il faut recaser les gens. Ngodi à Douala, c'est une zone de recasement de Bonelek quand on a cassé un cimetière. Bessengue, là où il y a ce qu'on appelle la vallée Bessengue, c'est une zone de recasement. New Daido, Grand Moulin, c'est des zones de recasement. Donc on ne casse pas les gens sans donner
des zones où ces personnes peuvent s'établir. Et dernière chose, il faut une politique du logement social. Pas des logements qui coûtent 70 000 francs, mais que quelqu'un qui gagne 35 000 francs... Qui coûte 10 millions de francs CFA au moins. Oui, non, mais qu'on puisse avoir des logements sociaux où un ouvrier ou une employée de maison qui gagne peut-être 40 000 francs puisse payer son loyer à 10 000 francs et y vivre avec sa famille. On voit bien comment Makepe, Koto, etc., Bonamoussadi sont devenus une immense cité où les Camerounais se sentent très bien, qui produit des richesses. Toutes les banques sont là-bas maintenant, tous les commerces y sont installés, les grandes surfaces de distribution et tout ça. Donc il faut continuer à aménager la ville et à mettre les loyers au niveau des plus petits. Parce que si on met les logements sociaux à 40 000, évidemment, si je suis bonne, j'ai 35 000 chez mon patron, et il peut me payer comme ça parce que je suis à peine au-dessus du SMIC, je vais habiter. Ah ouais, mais j'ai vu qu'on a mis 50 milliards pour les logements sociaux dans le plan d'urgence. Et à construire 10 000 logements dans les 10 régions du pays. Et quand vous faites l'évaluation, vous trouvez que chaque logement va coûter environ à l'État 10 millions. Alors, Maître Pensy, une maison qu'on construit à 10 millions, est-ce que ça peut encore être un logement social? Bon, oui, alors, je termine en disant que il arrive aussi que lorsqu'on, par exemple, il y a une cité à Yassa qu'on n'arrive pas à livrer, mais il arrive qu'on construise des logements sociaux, un ministre arrive, il prend 10 logements. Mais c'est eux qui logent. Le ministre va distribuer à ses nièces, à ses neveux, etc. Et l'ouvrier... j'en sais rien. L'ouvrier du coin ne pourra pas se loger. Alors, pour finir... Je vais ajouter que ce que vous dites est tellement pertinent que personne ne me le démentirait ici, qu'il y a même des gens, des hauts fonctionnaires, qui préfèrent, des hauts cadres de ce pays, qui préfèrent rester dans les logements sociaux et mettre leur villa en location. Alors, finalement, on ne comprend plus. Grégoire Kamkumo, le problème de ces inondations, enfin, le problème posé par ces inondations, qu'est-ce qui est possible d'être fait aujourd'hui, au-delà véritablement d'élargir les drains, de faire des casses ici et là? Qu'est-ce qui est possible d'être fait? Bon, pour y arriver là, il faut d'abord dire un mot sur les raisons pour lesquelles ces inondations se produisent. Henri Dekwé l'a dit, les inondations sont avant tout un phénomène géographique. Nous sommes dans un bassin de réception. Douala est dans un bassin de réception. Et comme tout bassin de réception, il y a toujours et il y aura toujours un déversement des eaux à partir de l'amont. Et comme Douala est en aval, et comme Douala est en bordure de la mer, Douala devient un chaînage dérivatif, un cône de déjection. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que l'État n'a pas prévu que les zones de vallée, qui sont des zones de circulation des eaux torrentielles et des eaux de pluie, devraient être des zones totalement évacuées. Comment? En plaçant naturellement des plaques d'information interdisant toutes sortes de constructions dans ces vallées. Étant donné qu'il y a une pression de l'habitation, il y a une pression de l'habitation, de l'habitat avec la pression démographique urbaine. Et en plus, la cherté du coût de loyer et la pauvreté. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se replient dans les marécages ou bien dans les bas-fonds. Et dans ces bas-fonds, ils courent un risque. Et plus ils construisent, plus ils obstruent le passage des eaux de pluie et des eaux torrentielles. Et au fur et à mesure qu'on construit, l'espace permettant la circulation du ruissellement, cet espace est réduit. Et lorsqu'il pleut, qu'est-ce qui se passe? Cet espace étant réduit, les eaux torrentielles n'ont plus d'espace et ont tendance à monter et ne feront que monter. Là où on avait une hauteur des eaux torrentielles de 50 cm, brusquement on se retrouve à 1 mètre, 1,5 mètre, voire 2 mètres. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Il faut tout simplement que l'État ou l'administration prenne ses responsabilités. Établir un plan d'urbanisation. Il y a eu un plan, le premier plan c'était en 1959, mais il y a eu une esquisse de plan en 1980. En 1980, qui a été affiché à la maison du parti à Bonanjo pendant pratiquement 2 mois. Mais ce plan n'a pas été respecté sur le terrain dans la mesure où Toby, le délégué du gouvernement, Toby Ko,
avait commencé à exécuter de manière assez louable, mais malheureusement, après son départ, et les choses sont tombées un peu dans... Très bien. Moi, je Et parle- alors, il y a un même dernier, c'est Maître ces Emmanuel années-ci. Pensy pour sortir. Hein. Oui, moi je voudrais d'abord dire que Henriette l'a commencé à le dire. Il y a une pression démographique très forte. Arrive à Douala à peu près 15 000 personnes par mois. Donc entre 12 et 15 000 d'après les statistiques. Pour s'installer à Douala. Et après, il n'y a pas ce qu'on appelle les politiques du logement sociaux. Pour faire une politique de logement sociaux dans des pays, je prends des exemples à l'extérieur. Moi, je me souviens ce qui s'est passé. Parce que je suis allé avec une société dont je ne donnerai pas le nom. Je suis allé à Genève et on a également vu ça en Érythrée où on faisait les logements sociaux à moins de 8 millions de francs avec des matériels locaux. Et si on doit le faire, et ça c'est une proposition, on fait ce qu'on appelle un plan d'épargne logement. C'est-à-dire pour pouvoir permettre aux gens de placer de l'argent dans une banque pendant 3 ou 4 ans à un taux bonifié. L'État va donner une prime et la banque sera dans l'obligation de vous prêter de l'argent. Actuellement, il y a près de 3 800 milliards de liquidités à la banque qui ne servent pas à grand-chose et on aurait pu faire ces financements-là et permettre aux gens, aux familles de mutualiser les efforts. Parce qu'avec un SMIC à moins de 40 000 francs, on ne peut pas arriver à avoir un logement social. Donc, vous devez acheter ce logement en copropriété. Et ça, à ce moment-là, tout le monde pouvait avoir un logement à 8-10 millions. Voilà une des formules qu'on doit faire pour essayer de faire ça. Et il faudrait également une banque de l'habitat qui n'existe pas au Cameroun. Les banques actuellement sont des banques... Ce sont des banques de dépôt qui prêtent de l'argent à court terme. Or, un investissement immobilier s'amortit en 10 ans. Et techniquement parlant, des prêts doivent être au minimum de 10 ans. Donc, pour aller plus loin, et ce que je voulais dire, c'est que sur les désordres urbains, vous êtes dans l'obligation de casser ceux qui sont dans les trains. Ils sont à Bonapiso, ils sont à Bonadjo, où il y a des inondations actuellement. Ce n'est pas seulement à Makepe Misoke. Vous avez des bidonvilles à l'intérieur de la ville de Douala qu'il faut casser. Donc il faut un plan d'urbanisme, d'occupation de sol qui soit fort. Ouais. Et sur ce point-là, c'est vrai, la corruption est un élément terrible à ce niveau-là. Donc vous avez sur Bonaparte, lorsque vous allez la route, nous sommes à la fin la route de boulevard de la République, qui doit aller à Makepe, à Rond-Point Maïtu, elle est bloquée par un immeuble himalayesque, flambant neuf, alors que la route devait passer par là. On a bifurqué la route pour ne pas aller plus loin. On ne va pas le passer. Donc ça, c'était un gros scandale. Et je voudrais également dire au niveau des caniveaux, Berthaud, qui est venu ici, Berthaud c'était un Antillais, qui avait fait des routes. C'était des caniveaux de 2 mètres. Des 2 mètres. Ici à Douala, j'ai vu l'autre jour à Bonadjo, à côté de la maison du parti. On a mis un petit truc de 80 centimètres. Ça prend quelle eau? Donc c'est pour dire que même ceux qui sont là. Et pourquoi ils le font? Parce que quand ils commencent l'inondation, on fait encore les travaux. Donc on va faire les travaux chaque année, c'est des budgets. C'est des budgets, ça rapporte beaucoup d'argent et des commissions. Très bien. Merci à vous, Maître Emmanuel Pensy. Merci d'avoir accepté cette invitation. Nous remercions également à Henriette Ekwe, merci d'avoir été là. Merci aussi à vous, Faustin Djekam, et bon retour du côté de Yaoundé. Merci. Et nous remercions également à vous, Grégoire Kamkoumo. Merci d'avoir accepté cette invitation. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition de Droit de réponse. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve dimanche prochain avec le même plaisir. C'est plaisir. Au revoir.